Les titres de ce 19h30, l'Union européenne aux côtés des forces de défense et de sécurité du Burkina dans le cadre du projet Starbest, l'UE dote les FDS de la région de l'Est de matériel roulant et d'équipements pour plus d'efficacité dans leur mission. On parle des véhicules d'intervention policière et de matériel tactique d'intervention et de protection. Et puis, un conflit interne lié au projet de construction d'un barrage avait engendré un affrontement entre les populations des villages de Sadina et de Sungalodaga. C'était il y a un peu plus de 3 ans. Aujourd'hui, les victimes réclament des dédommagements et aspirent au retour de la cohésion qui tarde à s'installer. Vous les entendrez. Pour terminer, musique, son album était attendu par ses fans, une bonne partie des mélomanes, notamment la jeunesse burkinabé. Kaya Woto met dans les bacs Maouland, un album de 14 titres dédicacé ce vendredi. Bonsoir et bienvenue. En 2017, un conflit interne dans le village de Sadina au sujet de la réalisation d'un barrage va dégénérer en affrontement entre deux camps. La bagarre va atteindre le village voisin de Sungalodaga. Bilan, plusieurs blessés et d'importants dégâts matériels, mais aussi une fissure et une tension sociale. 3 ans après, les victimes attendent toujours un dédommagement de l'État et un retour à la quiétude. Elles ont exprimé leurs attentes au cours d'une conférence de presse que surtout Justin Dabiré a suivie. Décembre 2017, vendredi noir restait gravé dans les mémoires de ces victimes des violences du 29 et 30 décembre 2017 dans les villages de Sadina et Sungalodaga suite à un violent conflit entre les habitants de Sadina opposés au projet de réalisation d'un nouvel axe de contournement Sadina-Kokoro par le programme de développement intégré du barrage de Samandeni P10. Des violences qui ont occasionné des dizaines de blessés, d'importants dégâts matériels dans les villages de Sadina et de Sungalodaga et une fissure sociale qui dure depuis 3 ans. À la suite des interpellations qui s'en sont suivies, certains acteurs ont été placés sous mandat de dépôt. 3 mois plus tard, les uns ont été relaxés. 1 année plus tard, tout le reste du groupe retrouvera la liberté. Ils rejoindront triomphalement et en fanfare leur domicile comme pour narguer le camp d'en face. Et depuis, les deux camps s'observent. Ce qui se passe à Sadina est similaire à ce qui s'est produit à Yirgou. Soma Traoré garde encore les séquelles des violents affrontements de 2017. Lui qui a failli perdre son oreille droite n'a toujours pas reçu de dédommagement malgré tous les documents justificatifs à sa possession. J'ai été conduit à Bobo pour des soins. Ce qu'on a dépensé, je ne saurais le dire si ce n'est à partir des ordonnances. Depuis le début de l'histoire jusqu'à ce jour, on ne m'a rien demandé, pas même les papiers pour voir. L'affaire a été portée en justice. Là-bas, on me dit de patienter. Jusqu'à présent, rien n'a été fait. Si tu prends à l'intérieur de Sadina, il y a 34 blessés. Ceux qu'on a brûlé leur maison et leur moto valent 34. Mais le juge d'instruction a pris en compte seulement 5 personnes parmi toutes les victimes. Il y a eu des blessés, certains ont même été évacués à Bobo du Lasso. Ils ont tous les documents avec eux et n'ont pas encore été appelés pour quoi que ce soit. En 3 ans, rien n'a été fait concrètement selon ces populations des villages de Sadina et de Sungalodaga pour leur permettre de retrouver la quiétude d'antan. Selon les conférenciers, la fissure sociale est grande et le risque de nouveaux affrontements plane sur Sadina. Elles en appellent donc au chef de l'État pour apaiser les cœurs meurtris. Depuis les affrontements jusqu'à aujourd'hui, on attend la justice et il n'y a plus de contact social entre nous. Nous ne participons plus aux funérailles et au baptême ensemble. Et actuellement, aucune manifestation sociale ne peut nous réunir aujourd'hui car nous sommes divisés. Il y a 2 camps. C'est pour cela que nous demandons au président du Faso et à la justice de trancher cette situation entre les 2 clans. Nous demandons de l'aide. Aidez-nous à obtenir de l'aide. Dites au président qu'il y a eu des dégâts. Nos époux ont fait pieds et mains en justice, mais rien. Que justice soit faite, c'est ce que nous souhaitons. L'inquiétude et la peur continuent de hanter le quotidien de ces populations 3 ans après les affrontements de 2017. Des populations qui disent avoir tout perdu dans ces affrontements, d'où leur appel à la justice et au président du Faso pour le retour d'un climat social apaisé dans cette partie du territoire national. Toute autre chose, le Conseil national des frontières a tenu ce vendredi à Ouagadougou sa première session ordinaire de l'année 2021.
Il s'est agi de faire le tour d'horizon de toutes les questions qui ont trait à la gestion des frontières, conflits frontaliers, criminalité transfrontalière et terrorisme, entre autres objectifs, faire de nos frontières un instrument d'épanouissement des populations. Ahmed Boy. Depuis 2015, le Burkina Faso a adopté une stratégie nationale de gestion des frontières. Une stratégie qui vise à résoudre les difficultés liées à la gestion des 3615 km de frontières que le pays partage avec ses voisins. Conflits frontaliers, criminalité frontalière, trafic de tout genre et terrorisme. Et pour évaluer la mise en œuvre de cette stratégie, le Conseil national des frontières tient ce 26 février sa première session ordinaire de l'année 2021. Un accent particulier est mis à cette rencontre sur la coopération transfrontalière pour un mieux vivre des populations. Nous mettons l'accent sur la sécurisation des frontières puisque, comme vous le savez, les terroristes comme les bandits de grand chemin utilisent la frontière pour se faufiler. C'est pourquoi nous avons beaucoup de problèmes sur la zone des 3 frontières entre le Burkina, le Mali et le Niger parce qu'il est facile de passer d'une frontière à l'autre et de bénéficier en quelque sorte de la difficulté que nos services de sécurité ont à franchir pour aller dans un pays tiers. Donc aujourd'hui, nous voulons surtout travailler à dynamiser notre coopération et à développer les zones frontalières. Pour limiter la propagation de la maladie à coronavirus, le pays a procédé à la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Depuis la réouverture des frontières aériennes en août dernier, à quand la réouverture des frontières terrestres? Le sujet est en réflexion au niveau sous-régional, selon Clémence Awadogo. Et cette concertation est engagée aujourd'hui parce qu'il est question de savoir si aujourd'hui maintenir les frontières fermées vraiment est un élément important de la stratégie de lutte contre la COVID-19. Est-ce que en levant cette mesure, nous allons aggraver les problèmes ou bien est-ce que ça ne pose aucune difficulté? C'est la question que l'on se pose. On n'a pas encore donné une réponse définitive, mais nous sommes sur le dossier. Le plan d'action de la stratégie nationale de gestion des frontières vise à impulser un développement socio-économique et culturel durable des espaces frontaliers dans un environnement de paix et de sécurité. Le Code BF, l'Observatoire pour la célérité des opérations douanières, une nouvelle structure de veille pour la fluidité du commerce transfrontalier en quête de partenaires pour sa mise en place. L'Association professionnelle des touristes, des transitaires et commissionnaires en douane, organe porteur de ce projet, est allé demander l'adhésion du CIDEF. C'était au cours de la réunion annuelle de cette organisation patronale. Roméo Koeta. S'il y a des difficultés que redoutent particulièrement les transporteurs sur les routes, ce sont certainement les tracasseries routières et autres formes de contraintes liées à la circulation des marchandises. Pour amoindrir leurs souffrances, l'Association professionnelle des transitaires et commissionnaires en douane veut mettre en place le Code BF, l'Observatoire pour la célérité des opérations douanières du Burkina Faso. Un organe de veille qui vise à fluidifier le commerce transfrontalier et par ricochet, améliorer le climat des affaires, selon les initiateurs. Le Code, effectivement, c'est un organe de veille et de bonne gouvernance en matière de détournement des marchandises au Burkina Faso. L'organe existe en Côte d'Ivoire et on le dit, on ne réinvente pas la roue. On a vu effectivement que ça marche en Côte d'Ivoire et voilà, c'est une bonne pratique. Il faut voir dans la mesure du possible comment on peut mettre effectivement cet organe au niveau du Burkina Faso. Au cours de cette rencontre, les objectifs et les missions de la structure ont été présentés au CIDEF, le Conseil interprofessionnel des entreprises du Burkina Faso. Le comité de pilotage demande l'adhésion de cette organisation patronale afin de faciliter la mise en place de l'observatoire. Je crois, comme on l'a dit en conclusion, que le CIDEF était partant pour voir comment nous pouvons procéder aux transformations structurelles des différentes charges
notamment les TS qui sont là aujourd'hui, si on peut les transformer comme il le propose, en faire comme en Côte d'Ivoire, une taxe pour la célérité des opérations de dédouanement, on trouvera la formule burkinabé. Tout cela, c'était des sujets qui nous ont intéressés cet après-midi. Selon le président du SYDEF, Lassine Diawara, la création de locaux de BF est essentielle pour le dynamisme du commerce transfrontalier, actuellement confronté à des blocages administratifs liés notamment au dédouanement et à la circulation des marchandises. Cet observatoire est donc un organe de veille à la disposition des opérateurs économiques. Il peut être saisi par les déclarants en cas d'anomalie ou de dysfonctionnement dans les procédures administratives. Sécurité à présent et ce geste de l'Union européenne qui vient renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité dans la région de l'Est du Burkina. Un lot d'équipements composé de pick-up, de camions, d'ambulances, de véhicules d'intervention policière et de matériel tactique de protection et d'intervention. Les bénéficiaires, le 34e escadron de groupement mobile de la gendarmerie nationale et de la CRS de Fada-Ngoma. Le don remis ce 25 février entre dans le cadre du projet STABEST. Walia Caroline Yoda. STABEST, entendez projet d'appui à la stabilisation de l'Est du Burkina Faso. En clair, il vise à identifier, à former et à équiper les forces de sécurité de la région de l'Est afin de les projeter sur le terrain dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Lancé en novembre 2019 pour une durée de 22 mois, il est entièrement financé par l'Union européenne. C'est ainsi que le groupement mobile de la gendarmerie nationale et la compagnie républicaine de sécurité de Fada-Ngoma reçoivent ce 25 février un important lot d'équipements. Ce matériel va nous permettre une certaine mobilité. Et cette mobilité nous permet d'être en contact avec les populations. Et si nous sommes en contact avec les populations, nous assurons leur sécurité. Notre présence est une garantie de sécurité pour ces populations. Et c'est pour cela que ce type de projet, avec l'accompagnement de l'Union européenne, va se multiplier. Oui, il y aura un STABEST Plus. Aujourd'hui, on a remis le matériel pour STABEST et il y aura une deuxième étape. J'en suis très, très content de STABEST Plus. C'est aussi un montant autour de 5 millions d'euros. Et on va faire plus ou moins la même chose parce qu'on a eu de bonnes expériences avec la première étape dans l'Est et centre-Est cette fois-ci, dans les deux régions. On va faire plus ou moins la même chose, mais avec un montant même plus élevé qu'avant. La valeur totale du présent don est estimée à près d'1 milliard de francs CFA. L'agence belge de développement Enabel est chargée de la mise en œuvre du projet. On se réjouit évidemment qu'une nouvelle fois, l'Agence belge de développement a été choisie par l'Union européenne pour mettre en œuvre ce programme de sécurité, sachant que pour la Belgique, la sécurité n'est qu'un pilier, puisque nous travaillons essentiellement dans le cadre du soutien à l'entrepreneuriat, également dans le domaine de la santé, mais la sécurité est essentielle. Donc ce STABEST est principalement sur 2 unités mobiles de la région de l'Est, donc principalement sur l'équipement, donc elles sont équipées avec encore une fois des besoins qui ont été identifiés par eux-mêmes. Ce n'est pas ni l'Union européenne ni la Belgique qui a envoyé une liste, mais bien répondu à leurs sollicitations, et puis une formation nécessaire pour qu'ils soient opérationnels comme il se doit. À terme, le projet STABEST devra permettre la formation et le déploiement de plus de 600 hommes dans l'Est du Burkina Faso pour lutter contre le terrorisme et assurer la sécurité des personnes et des biens. Santé maintenant, et nous parlons de cette zoonose, le charbon bactéridien. Eh bien, c'est une grave maladie qui affecte de nombreuses espèces de mammifères et qui se transmet de l'animal à l'homme ces dernières années. Le charbon bactéridien a connu une forme de recrudescence au Burkina Faso, est installé, c'est signalé dans de nouvelles localités comme Guéguéré, avec malheureusement 2 pertes en vie humaine et la mortalité de bovins. Un projet est donc né pour faire barrage à cette maladie. Il est dénommé Projet de contrôle du charbon bactéridien au Burkina Faso ce 25 février. Eh bien, les acteurs du ministère
en charge des ressources animales se sont formés sur la question. Arsène Konditamde. Le charbon bactéridien est une maladie qui affecte de nombreuses espèces mammifères et qui se transmet à l'homme par la consommation ou le contact avec la viande, la laine ou le cuir d'animaux infectés. Jusque-là, il sévissait dans des localités comme Boussera dans le Poni, Banakele-Daga dans le Oué et Bagaré dans le Passouri. Récemment, un nouveau foyer est découvert à Guéguéré dans le Iouba. Un problème de santé publique auquel le gouvernement veut très vite remédier. Un atelier qui a été organisé en effet pour pouvoir inciter les différents acteurs parce que c'est une maladie qui est endémique. C'est un problème de santé publique et il était en tout cas indiqué pour nous de se déplacer pour venir encourager les différents acteurs. Des mesures qui ont été prises dans de telles situations pour contenir l'expansion de la bactérie en termes d'enfouissement, de techniques d'enfouissement. Et également, une vaccination a été entreprise auprès des sujets sensibles pour pouvoir en tout cas vacciner tous les sujets sensibles tels que les bœufs, les petits ruminants, voilà, les porcins. Cette maladie va être traitée selon l'approche One Health, qui veut que les acteurs de la santé humaine et animale puissent de façon concertée apporter des solutions. La sensibilisation va être un des points importants du dispositif de lutte contre le charbon bactéridien. En cas de mortalité, il faut alerter immédiatement les services techniques d'élevage, mais également les services de santé humaine pour que, en tout cas, ils viennent investiguer et procéder à une prise en main adéquate de la carcasse. Parce que pour le cas de charbon, il ne faut même pas manipuler la carcasse et cette carcasse doit être enfouie dans une fosse d'au moins 1,5 m de profondeur entre deux couches de chaux vive. Tout ça, c'est pour éviter la sporulation. Parce que si les spores se forment déjà, elles peuvent apparaître en surface et contaminer d'autres animaux et le cycle va reprendre. Le projet de contrôle du charbon bactéridien au Burkina Faso est mis en œuvre grâce à une subvention de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Culture, il fait partie de la nouvelle génération d'artistes burkinabés en vogue en ce moment. C'est un jeune chanteur. Son single Rankara Biga l'a révélé au grand public. Il est devenu pratiquement un phénomène au sein de la jeunesse burkinabé. Kaya Woto vient de réaliser son tout premier album, un album de 14 titres intitulé Maouland et dédicacé ce vendredi. Roméo Koïta. Le clip officiel, c'est pour le 2 mars prochain. Mais déjà, cet avant-goût fait saliver sur les réseaux sociaux. Une vidéo tournée à Dubaï sur le titre Taratongo, dans lequel l'artiste vante ses moyens financiers. Kaya Woto reste dans la même dynamique que Rakarambiga ou Le Fils du Riche, morceau qu'il a révélé au public burkinabé. Faire rêver la jeunesse, c'est le leitmotiv de ce jeune rappeur à travers Maouland, son tout premier album présenté à la presse spécifique. Parler de l'argent, dit à la jeunesse africaine que c'est possible. Celui-là, il rêve comme ça vraiment. Il parle comme de l'argent vraiment dans son album, qu'il rêve vraiment gros. Tu vois, j'ai fait des clips gros aussi pour que tous ceux qui nous suivent puissent savoir que c'est un Burkinabé qui l'a fait. Si lui, il rêve comme ça vraiment, il vit comme ça ici. Donc pour tout le monde, c'est possible. Tout le monde peut réussir dans ce pays. Pas besoin d'aller se sacrifier au désert ou dans la mer en fait. Chez nous ici, on peut réussir en fait. Adulé par la jeunesse burkinabé, ce jeune rappeur à la crête dorée reste fidèle à son style et sa langue maternelle pour ses chansons. Ses 14 titres sont d'ailleurs chantés en moré. C'est aussi la touche originale du lauréat des 12 PCA dans la catégorie de l'artiste ayant donné le plus grand nombre de spectacles en 2020. Je préfère que les gens rappent dans les langues ou chantent dans les langues parce que là-bas c'est original. Parce que tu ne peux jamais faire mieux que le français. Tu ne peux jamais faire mieux, tu ne peux jamais chanter mieux que Niska, tu ne peux jamais chanter mieux que Dadju. Mais je suis sûr que si c'est dans un freestyle ici, j'en dépose Dadju ou bien Niska devant moi, je fais un freestyle, il vient avec son français, moi je viens avec mon moré, je vais le descendre et puis le dessin en français ajouté. Ce premier opus est aussi des collaborations avec de grands noms de la musique burkinabé tels que Flobi et Smokey. Une connexion entre la old school
et la nouvelle génération montante. Je souhaite qu'il garde encore très longtemps la tête dans les étoiles, mais qu'il n'oublie pas de garder aussi les pieds sur terre. S'il y a quelque chose que je peux dire de ma petite et de mon homme, l'expérience, il faut faire rêver cette jeunesse-là, il faut faire rêver ce pays-là. Il ne faut pas oublier d'où l'on vient aussi et la mission qu'on a. Peu connu il y a quelques années, Kaya Otto a pu, grâce à son talent, s'imposer comme une valeur sûre du rap burkinabé. Celui qui se fait appeler le père de la Mahoulande a conquis le cœur des mélomanes sur le plan local. Désormais, il vise l'international, foi de son producteur. Mais avant, son premier grand test, c'est son concert prévu dans les mois prochains au stade municipal. Sport, football, fin des parcours pour les étalons à la CAN Junior Mauritanie 2021. Hier, contre l'Ouganda en quart de finale, le Burkina Faso n'a pas pu passer l'étape ougandaise à l'issue d'une rencontre qui s'est terminée sur un score de 0 but partout. Les crânes de l'Ouganda ont obtenu leur ticket pour les demi-finales au tir au but 5 contre 3. L'entraîneur burkinabé nous parle justement de la prestation mitigée de ses joueurs, fustige aussi l'arbitre camerounais qui ne serait pas exempt de tout reproche. Fin de parcours pour les étalons du Burkina Faso à la CAN Junior. Les Cranes de l'Ouganda éliminent les étalons et filent en demi-finale. Une qualification obtenue à l'issue de la séance des tirs au but. Plus adroits, les Ougandais transforment tous leurs essais contre seulement 3 côtés burkinabés. إذا مبروك لمنتخب أوغندا الوصول لنصف النهائي هذا هو فوز بوركينا فاسو. Avec un goût amer, voilà, parce que pour moi, nous avons joué peut-être notre meilleur match dans le contenu. Malheureusement, on n'a pas pu scorer dans les matchs. Donc, c'est dire que, voilà. Ok. C'est donc avec un goût vraiment amer que nous quittons la compétition. Mais c'est aussi ça la loi de la compétition. Dans le contenu, nous avons été meilleurs que les autres matchs. Nous savions qu'on avait affaire à une équipe très redoutable physiquement, une équipe très athlétique, une équipe où on a des joueurs qu'on a allé voir, on sait qu'ils sont rompus à la compétition. Alors, nous avons essayé de faire notre jeu et malheureusement, on n'a pas pu marquer dans le jeu. Et voilà, l'ultime moment, à savoir les coups de pied arrêtés, les pénaltys du moins, où nous n'avons pas été assez efficaces comme l'équipe ougandaise. Et nous disons félicitations à l'équipe ougandaise. Sur l'ensemble du match, les étalons peuvent nourrir des regrets. Le milieu habituel, solide, n'a pas existé avec un Ibrahim Bansé légèrement en dessous. Un changement à ce niveau aurait été bénéfique à ses coéquipiers, mais le coach Oscar Barrow justifie son choix. Moi, je suis l'entraîneur et j'estime que par rapport à ce que je vois, je sais pourquoi je ne l'ai pas sorti, parce que tout simplement, c'est le joueur capable de donner les dernières passes avec précision. Et on avait besoin de beaucoup de précision aujourd'hui dans la surface de réparation. Je pense que tout le monde a joué, j'ai vu tout le monde. Voilà, j'ai vu tout le monde. Tous ceux qui jouent au même poste, je les ai tous vus. J'ai vu Memel, qui n'est pas en très grande forme présentement. Et Yael, qui a un surpoids qui n'arrive pas du tout à transporter. Et ce match était un match tellement physique et tellement engagé qu'il était difficile à un moment, parce que c'était devenu tactique. À un moment, on est passé à un 4-4-2. Malgré la résistance des grues UP de l'Ouganda, les étalons vont se procurer néanmoins des occasions. Éric Chardé teste le portier ougandais sur cette passe de Geoffrey Bazier. Et dans la foulée, c'est une main ougandaise que choisit délibérément de ne pas siffler l'arbitre camerounais. Une erreur d'appréciation que Oscar Barrow va lui rappeler en fin de match.
Remonter contre l'arbitre, parce que tout simplement, il a dit qu'au joueur qu'il y a pénalty, mais lui, il ne siffle pas. Un arbitre ne doit pas dire ça. Même si tu ne siffles pas, tu ne dois pas le dire au joueur. Il dit qu'il y a pénalty, mais lui, il ne siffle pas. Je dis, même si tu ne siffles pas, tu as tes raisons, mais tu ne dois pas dire ça au joueur. Voilà. Ça, tu ne dois pas le dire, tu ne dois pas le faire. Même si on sait que tu es venu, tu as ta décision, tu as choisi un camp, tu peux le faire, mais tu ne dois pas le dire. Cet arbitre a eu le courage de dire au joueur sur le terrain qu'il y a pénalty, mais lui, il ne siffle pas. C'est ce que je lui disais. Je dis, c'est pas bon pour un arbitre. Voilà. Pour un arbitre qui doit officier un match de façon neutre, tu ne dois pas le dire. Même si tu as ça dans ton ventre, il faut le garder. En le disant, tu frustres plus d'un. Et c'est ce que je lui disais, tu ne dois pas dire ça. Le deuxième du groupe A a pris le dessus sur le premier du groupe B. Les étalons tombent les armes à la main avec des satisfactions dans des secteurs de jeu comme la sérénité de Yacouba Diga à la défense, la rapidité dans les couloirs avec Geoffrey Bazier, élu 2 fois homme du match, et Éric Chardé, promoteur. La Coupe d'Afrique des Nations est certes finie pour l'équipe junior du Burkina, mais un groupe est né pour le football burkinabé. Reportage Rémi Lambert-Nébier, cette phrase, vous ne l'entendrez probablement plus jamais sur la télévision BF1 et sur aucun autre média d'ailleurs. Rémi Lambert-Nébier, notre collègue, notre ami, notre frère, nous a définitivement quittés. C'était le 24 février dernier. Hier, il a été porté à sa dernière demeure. C'était une cérémonie très douloureuse et très déchirante. Abdelaziz Assari. À la morgue de l'hôpital Yalgado, tout comme à domicile au quartier Paspanga ce 25 février, l'ambiance est lourde. Parents, amis et anciens collaborateurs attendent dans la douleur et l'incompréhension. Douleur d'une mort, celle du journaliste Rémi Lambert-Nébier. Ici, chacun de ses connaissances passe lui dire adieu avant son départ pour sa dernière demeure. Ensuite, c'est au tour du curé de dire des prières. Puis, direction le cimetière de Toubouégo. Le corps de l'ancien journaliste de BF1 est porté par ses anciens amis et collaborateurs. Une dernière prière et les dalles se posent. Puis, le sable. Difficile de retenir les larmes. Simple, serviable et loyal, Rémi Lambert-Nébier part ainsi à jamais, laissant un grand vide au sein de la chaîne au cœur de nos défis. Rémi, c'est un collaborateur modèle. C'est l'homme qui a le sens de la rigueur dans le travail. Vous allez actuellement sur son bureau, son ordinateur de montage. Vous verrez que tout est organisé. C'est le monsieur archiviste. Ça veut dire que vous avez besoin des archives de 3 ans, 4 ans sur la sécurité, sur l'économie, sur l'agriculture. Vous dites à Rémi, j'ai un sujet, je vais illustrer avec des images d'archives. Est-ce que vous en avez? Tout de suite, il vous le sort. C'est vraiment quelqu'un de très méthodique. C'est une plume élégante, très alerte. C'est l'homme qui apprend vite. Et pour nous, Rémi, c'est un pilier de la rédaction de BF1. C'est une grosse perte pour nous. Sur le marché, tous les détails dans la chronique économie de Rémi Lambert-Nébier. Avec une situation sanitaire et économique la moins souhaitable, il fallait s'y attendre. L'inflation est à son taux le plus élevé dans la zone UEMOA depuis 7 ans. Cette voix, vous ne l'entendrez plus jamais sur la chaîne qu'il a tant aimée et servi pendant plus de 7 ans comme journaliste reporter d'images. Et tous, on le taquinait en disant cette année, tu auras forcément le Galien en grand reportage, tu auras des prix à l'international et Arena dit, tu seras millionnaire. On le taquinait comme ça. Bon, on était loin de s'imaginer qu'il n'allait pas terminer le premier trimestre de cette année 2021. Alors que jusqu'en début janvier à côté, on s'est présenté les vœux
Et c'est une équipe avec un esprit. On se disait cette année, il faut qu'on fasse des merveilles. Et Rémi était un pilier qui devait nous permettre justement de réaliser ces merveilles. Donc pour nous, c'est une grosse perte. Particulièrement pour moi, on était plus attachés parce que, après tout, c'est un parent en plaisanterie. Donc on se taquinait beaucoup. Et j'ai du mal à croire que Rémi nous a quittés pour toujours. Économie, sécurité, le disparu portait ces 2 casquettes au sein de la rédaction de BF1. Rémi Lambert-Nébié s'occupait aussi bien de la chronique économie que des sujets de sécurité. Il n'était pas seulement un bon agent dans son service. L'homme était aussi un bon grand frère à la maison. Vraiment, aujourd'hui, ce n'est pas un grand frère que je perds seulement, c'est une partie de moi-même qui s'en va. Vraiment, le mal est profond. Il avait plein de qualités. C'était quelqu'un vraiment de gentil, quelqu'un qui était toujours prêt à écouter, quelqu'un qui donnait vraiment des conseils. Et puis c'était un exemple surtout, toujours droit. Ouais. Vraiment, c'est un des grands reporters de la télévision BF1 qui nous a quittés. Mais ses œuvres resteront à jamais gravées dans nos cœurs. Vraiment, c'est une perte immense. Vraiment, je présente mes condoléances à la famille, vraiment à tout le personnel de la télévision BF1. Que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. Rémi Lambert-Nébié est décédé le 24 février dernier des suites d'une courte maladie. Il part à l'âge de 37 ans et laisse derrière lui une femme et un enfant de 3 ans. Voilà, que dire de plus? On dit que parfois le silence parle plus fort que le mot. Et ce genre de situation en France est tellement parti. Merci de nous avoir suivis.